Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 18 septembre 2024. Alors la chanson du jour, ça pourrait être Nothing Else Matters parce que aujourd'hui rien d'autre ne compte que la décision de la Fed et surtout l'amplitude et le discours sur ce que va être la baisse des taux parce qu'aujourd'hui tout le monde a les yeux un peu rivés sur Jérôme Powell et la Banque fédérale américaine qui va baisser les taux. C'est une certitude, qui va les baisser de 0,25 ou de 0,50 et surtout qui va nous expliquer un peu la suite et sa vision du marché. Et on oublie finalement, on oublie un peu tout, presque le plus important, à savoir les résultats des entreprises et leurs performances, parce que c'est ça qui va véritablement nous aider à choisir les meilleures actions. Mais aujourd'hui, le marché, et on ne va jamais contre le marché, c'est un peu l'idée, c'est même si le marché peut avoir des excès des fois et se tromper, enfin se tromper, à forcer un mouvement qui n'est pas forcément naturel au vu des chiffres, il faut rarement aller contre parce que le marché justement a toujours raison. Donc aujourd'hui le marché est focalisé sur la baisse des taux et on va avoir une idée de l'importance de cette baisse et surtout de pourquoi on le baisse de 0,25 ou de 0,50, c'est-à-dire les attentes des banques fédérales américaines sur le marché, à savoir la baisse de la croissance, la possible récession. Donc on oublie un peu tout ce qui est dette, tout ce qui est résultats, etc. pour se focaliser là-dessus. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut nous apporter justement des choses intéressantes comme des excès du marché, de la volatilité sur lequel on pourra rentrer à la hausse comme à la baisse parce que les fondamentaux finalement un peu techniques de toutes les entreprises ne vont pas changer radicalement. Par contre, le marché lui risque d'être assez volatile ces prochaines heures. C'est à 20h heure de Paris que la Fed baissera ses taux. Alors moi, on peut faire des paris. Moi, je pencherais plutôt vers une baisse de 0,25 parce que 0,50, ça pourrait vouloir dire que peut-être ils ont trop attendu, que maintenant il faut rétablir les choses un peu fortement et que peut-être ils ont mal fait leur travail. Quelque part, ce serait se désavouer. Donc je pense que dans un premier temps, une baisse de 0,25, quitte à baisser de 0,50 après, mais on verra. Après, ça changera pas énormément, mais je pense que surtout avec les chiffres qui sont tombés, notamment on a eu les mises en chantier, les permis de construire aux États-Unis aujourd'hui qui sont revenus plus forts qu'espéré et plus importants qu'espéré et que dernièrement. Donc on voit qu'on a toujours la résilience du marché. On n'est pas encore en train de s'écrouler, même s'il y a un ralentissement, donc on est toujours plutôt fort. Voilà. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Un petit point aussi sur l'inflation en France et en Europe, pardon, et en Grande-Bretagne, 2,2 sur l'année, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Europe. Donc confirmation toujours qu'on est très proche des deux. On est déjà sous les deux en France et en Allemagne. On est à 1,9. Et les autres pays européens se rapprochent de cette zone. Voilà pour les principaux chiffres, notamment. On va regarder rapidement le Brent avec le petit rebond. On l'avait dit, on est toujours dans cette phase de dégradation sur le Brent, mais le rebond important sur les 70. On a toujours un pétrole cher et puis on a plutôt comme objectif et comme perspective de casser rapidement cette zone des 74-75 pour retrouver un pétrole un peu plus cher. Alors, le souci, c'est que dans un cycle comme ça économique où on va vers un ralentissement, tout ce qui va être énergie, pétrole, action, enfin société en relation avec l'énergie, les fournisseurs d'énergie, que ce soit pétrole, éolien, électrique, etc., ne sont pas forcément les plus recherchés parce qu'il y a une baisse de la demande. Maintenant, ça va être l'importance de la baisse de cette demande ou finalement le peu de baisse de la demande qui va jouer sur ce secteur-là, le secteur un peu énergétique qui peut être intéressant parce que finalement si on a
un petit ralentissement et ce qu'on appelle un peu un soft landing, hein, c'est-à-dire on va pas rentrer en récession sur la plupart des pays, que ce soit le bloc nord-américain et bloc européen. On aura peut-être les énergéticiens, c'est maintenant un peu comme ça qu'il faut les appeler, c'est plus les pétroliers et parapétroliers, parce qu'ils fournissent aussi de l'énergie avec l'électrique, l'offshore, etc., l'éolien. Ils seront peut-être à suivre. Maintenant, le futur proche, avec le cycle qui s'annonce peut-être un peu moins fort, ne nous engage pas trop à miser là-dessus. Et quand on a généralement ce genre de cycle qui arrive avec un ralentissement, on va plutôt jouer les métaux précieux, hein, c'est ce qu'on a fait récemment, qu'on continue de suivre, et qui sont, pour certains, peut-être un peu sous-valorisés. On va les voir. Le cuivre, hein, on répète presque tous les jours ici. Moi, je suis investi sur le cuivre. C'est une valeur sur laquelle je crois beaucoup. On n'est pas loin. On est en train de faire le W ici. On n'attend plus que la cassure, hein, du haut du W, notamment ici sur les 4,33. On est à 4,28. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Mais oui, il y a tout qui se met en place quand même pour avoir une belle progression, hein, sur ce genre de métaux précieux. L'or, forcément. L'or qui continue, hein, il a déjà cassé l'or depuis un moment, il est haussier largement. Et puis il a des nouveaux plus hauts historiques à chaque fois. Et puis finalement, pas de signe que même qu'on est trop, parce que à chaque fois qu'on est monté assez rapidement, l'or a pris le temps de consolider. Et on n'a pas créé finalement de bulle de marché un peu survalorisé sur l'or. On a pris le temps un peu toujours de digérer. Alors même si là, on voit qu'on a un petit écart, notamment avec la moyenne à 200, on est à plus de 13%. Alors ça reste quand même relativement correct, hein. Les graphes sur l'or, on le voit, les pourcentages sont pas aussi importants que sur les actions. Donc 13%, ça peut paraître un peu faible, mais pour l'or, oui, ça reste correct quand même. Mais pas cet effet bulle, hein, qu'on aurait pu avoir, parce que à chaque fois, on a pris le temps de consolider. Donc l'or est toujours plutôt haussier et pas, je pense, encore survalorisé. Donc or et minière or, forcément, avec les marges, hein, qui vont augmenter, parce que le prix de l'or, depuis ces derniers trimestres, il s'est apprécié beaucoup plus haut. Donc les minières qui vont vendre leur production vont forcément la vendre plus cher, et ça va se traduire sur les semestriels et les trimestriels qui vont arriver bientôt. On est quoi? On est en septembre, donc probablement en octobre, hein, pour le troisième trimestre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc juillet, août, septembre, le troisième trimestre. Ça devrait être plutôt super bien. L'argent, pas loin de casser, on en avait parlé ici. Zone clé, troisième impact, pour l'instant c'est un échec. Mais il faut attendre que ça recasse. Et le jour où ça recasse, ça peut partir très fort sur l'argent. Alors ça peut descendre aussi. On va certainement le casser, hein, sur l'argent très prochainement, à savoir quand. Est-ce que ça sera demain? Est-ce que ce sera dans un mois? Mais il y a cette zone-là qu'il faudra jouer éventuellement. La zone ici en orange à acheter sur l'argent. On va regarder rapidement le CAC 40. Avec moins 0,57, des volumes plutôt corrects. Alors sur le CAC, ce qu'on a pu faire, hein, c'est peut-être, regardez, assez peu de vert finalement, parce qu'on a une tendance un peu à dérisquer, hein, les positions avec justement cet effet Fed qui va apporter de la volatilité, peut-être du risque à court terme. Mais après, je pense que les sorties qui se sont faites ces derniers jours, probablement ces 2-3 derniers jours, devraient re-rentrer après sur le marché, probablement, s'il n'y a pas de catastrophe. Ce serait compliqué qu'on en ait une, même si on va pas faire de certitude quand même. Donc, au niveau du CAC, il faudra, je pense, revoir demain, hein, notamment avec ce qui va se passer. Alors, on n'aura que 2 heures, hein, de cotation aux États-Unis après l'annonce
de la baisse des taux. Et puis la réunion, elle se fait encore après. Donc il y aura même pas 2 heures, 1 heure et demie de cotation sur le discours de Jérôme Powell. Donc c'est plutôt vraiment demain matin en Europe et puis après-midi hein, avec la confirmation aux États-Unis, puis éventuellement ce qui se fait hors cotation hein, après la cloche avec les échanges qu'on peut voir hein, aux États-Unis notamment. On aura une idée hein, de peut-être de l'importance de l'annonce et de la volatilité qu'elle va apporter. Au niveau donc, du CAC, pas grand chose à dire. On va regarder les grosses variations. Rebond technique, forcément, Thales, on sait quand il y a des grosses variations comme ça. On l'avait déjà vu notamment ici, avec le 23 juillet. On gagne. Mais ça ne veut pas dire qu'on rebondit, qu'on fait quelque chose, qu'on a perdu déjà tellement beaucoup de points, de pourcentage, qu'il y a un petit rebond technique qui se fait. Il y a des acheteurs qui reprennent un peu la main, mais la tendance est toujours plutôt à la consolidation. Et puis on avait quand même une mèche basse intéressante. Mais le travail, oui, une quasi-certitude qu'on va travailler là-dedans ces prochains jours. Mais ce qui sera intéressant, c'est savoir justement où est-ce qu'on va aller, sous les 142 ou au-dessus des 148. À noter quand même sur Thales, et on va reparler de secteur guerre armement, on avait parlé hier je crois notamment, avec la possible désescalade en Europe de l'Est, bah, on a la possible escalade au Moyen-Orient, avec, on l'a vu hein, notamment sur les attentats aux beepers de membres du Hezbollah, donc attribués probablement à Israël. Et aujourd'hui, on a eu une deuxième salve hein, avec a priori des radios, des talkie-walkie qui étaient piégés et qui ont encore ciblé des dirigeants du Hamas, il me semble, plus que le Hezbollah, le Hamas. Et donc, ça implique quoi? Bah, ça implique potentiellement une escalade, parce que quand on s'attaque comme ça à la direction, un peu aux têtes pensantes hein, d'une organisation, c'est pour justement la désorganiser et contre-attaquer derrière. Donc, attention peut-être au retour d'une escalade au Moyen-Orient, et donc les actions peut-être en rapport avec ça vont peut-être être très appréciées ces prochaines semaines. On regarde Thales, on regardera les autres aussi ce soir et demain. Mais là aussi, il pourrait y avoir une belle réaction. Juste pour... alors Carrefour, souvent un Carrefour Orange, on les retrouve défensifs. Danone, ils sont où? Ils sont là. C'est plutôt dans le haut du panier. Parce que le marché baisse. Quand le marché baisse, on retrouve les défensifs qui fonctionnent un peu mieux. Carrefour, ils ont confirmé hein, leur W, ils sont sortis. Donc l'objectif, quand ils ont cassé leur W, c'était d'aller ici, sur les 15,57. Ils ont méché aujourd'hui. C'est maintenant que ça va être compliqué, d'autant que ça fait plus d'une semaine qu'on est en surachat. Hein, on est à plus de 70 niveau RSI. On a fait que monter quasiment tous les jours en ligne droite. L'annonce, on en a parlé hein, forcément avec la Fed qui va rebattre un peu les cartes. Les défensives n'auront pas forcément le loisir d'être performantes si le marché broie du noir à 100%. On aura les défensifs qui partent. Par contre, si le marché reverdit et pense que la baisse des taux à court terme et surtout à moyen long terme, c'est une bonne chose, bah on peut avoir beaucoup de verts et on peut avoir les défensifs qui vont être délaissés parce que les flux sur ces valeurs-là vont aller chercher peut-être plus de risques, plus de performance et des actions qui vont apporter un gain beaucoup plus important. Donc les Carrefour, les Orange sur résistance également, et les Danone qui ont commencé. Alors Danone, c'est moi je suis un peu plus confiant sur Danone parce qu'on voit la baisse assez faible finalement, un début de consolidation qui se fait avec une force avec peu de force justement.
Donc là, c'est un signe intéressant pour l'action, c'est-à-dire qu'elle consolide gentiment pour, a priori, peut-être repartir. Donc, euh, plutôt toujours favorable sur Danone, hein. Moi, je surveille notamment les 63 environ, éventuellement avant de quitter, mais j'espère une réaction avant, notamment autour des 64. S'il n'y a pas de réaction sur les 64, on pourra peut-être être inquiet, mais elle semble quand même avoir des données plutôt favorables, hein, notamment depuis l'annonce, hein, de leur plan avec les marges beaucoup plus importantes, notamment sur les produits ultra protéinés. Et puis on va regarder donc, je parle encore trop, on va regarder le secteur des minières, parce que dans un cycle économique où tous les indicateurs, ou presque, sont au ralenti, on n'est pas en croissance, hein. Justement, on est en train de baisser les taux parce que l'argent est trop cher pour tout le monde, parce que y a un ralentissement économique, donc il faut aider un peu, il faut perfuser l'économie, il faut que l'économie se réinvestisse, que les sociétés se désendettent, qu'on paye le personnel, qu'on réembauche, parce que pour l'instant, dans un futur proche, on n'est pas très bien. Donc, dans ces périodes-là, les minières, les métaux précieux ont plutôt tendance à surperformer le marché et être plutôt largement acheteurs. Donc, alors ça fait déjà un moment, hein, que les minières performent. On va regarder juste. Alors, là, on a des minières cuivre, notamment avec Anglo-American. Il y a plusieurs places, c'est la même chose. Le cuivre qui revient, hein, toujours, qui est pas loin de partir, donc je pense que sur ces valeurs-là aussi, on a probablement des perspectives intéressantes. On n'attend plus que le gros démarrage, on le voit pas là sur les stats, hein, au niveau des indicateurs, notamment parce que il n'y a pas de volume, il n'y a pas ce déclenchement, mais le jour où il arrivera, on voit que techniquement tout est prêt pour qu'il arrive, hein. On a déjà eu la grosse période de consolidation, le premier départ qui souvent est un faux départ parce que justement on avait une période comme ça de baisse, donc les premiers départs comme ça sont souvent vendus, hein. C'est une opportunité de sortir pour ceux qui sont rentrés peut-être un peu tôt. Ensuite, on a le marché qui digère, et puis on a la dernière congestion qui devrait déboucher sur le retournement long terme. Et on en est là pour beaucoup de minières, beaucoup de matériaux. Certains sont déjà un peu plus avancés, comme l'or, on l'a vu. Aurubis, hein, c'est pareil, ça avait énormément perdu. Aurubis, ça y est, ça a déjà tout repris ce qu'ils avaient perdu, notamment le 5 août, on avait parlé, hein, du 5 août, c'était le plus bas où le marché avait eu peur, c'était notamment dû avec le carry trade, hein, avec la baisse du Nikkei. Parce qu'il y avait une partie d'investisseurs qui empruntaient des devises japonaises avec un taux d'emprunt très faible, voire négatif, et qui les investissaient sur des valeurs à haut rendement, notamment des valeurs américaines. Sauf que quand la Banque du Japon a remonté ses taux, bah, le différentiel fait que c'était plus intéressant et que ça pouvait même être négatif. Donc, ils ont vendu, ils ont débouclé les positions. Et il y a eu beaucoup de ventes sur des positions qui n'auraient peut-être pas dû être débouclées, notamment aux États-Unis, d'où la baisse des marchés et leur reprise finalement rapide, parce que c'était pas un problème fondamental ou systémique, c'était juste un problème un peu temporel avec cet effet, hein, de rendement différentiel entre la monnaie japonaise et les hauts rendements, que ce soit sur les valeurs américaines ou autres. Donc, au Rubis, c'est un peu la même chose. On reprend finalement rapidement ce qu'on a perdu et ce qu'on n'aurait pas dû perdre, ce qui était un excès du marché sur le cuivre. On revient sur les niveaux, finalement le niveau médian, hein, c'est ce qu'on avait noté ici autour des 70. Et on attend quoi sur le cuivre? Le démarrage de la hausse du prix du cuivre qui devrait aider la hausse des marges et des rendements sur les minières notamment. Mais même sans ça,
on devrait avoir quand même une performance qui va plus ou moins s'apprécier vers le haut, mais forcément avec un prix du cuivre qui explose, le cours va aussi exploser. Barrick Gold, c'est sur l'or et l'argent aussi, un petit peu. Aussi, on le voit hein, plutôt largement aussi avec cette oblique, le faux départ, deuxième démarrage, et puis là, on n'arrête pas de monter, on le voit, on a fait un nouveau gap haussier, hein, le premier ici, le 12 août, le deuxième le 12 septembre, on va peut-être en faire un le 12 octobre. Mais oui, largement haussier sur pas mal de minières. Donc c'est peut-être le secteur qui va permettre de garder un peu la tête hors de l'eau. Core Mining, pas forcément ma favorite, Core Mining. Eramet, alors on va parler un peu français. Ou, avec Eramet. Alors, on avait fait une belle hausse, hein, on l'avait joué si vous suivez la chaîne. Alors, pas tout en haut, moi je m'étais arrêté notamment ici, hein, autour, suite à l'échec sous résistance. C'était vendu, on a vu qu'on l'a battu, mais de très peu. Finalement, le prix et la résistance, ça nous signifiait bien la possible fin de la hausse sur Eramet. Donc, alors oui, on aurait pu peut-être prendre des risques pour aller jouer un peu le haut, la performance, mais bon, finalement, c'est pas très grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir quand même les niveaux de résistance qui vont impliquer la fin de la hausse à plus ou moins court terme, et donc la correction de l'action, ce qui a été fait, ce qui a été même très bien fait, voire trop bien fait, parce qu'on a tout perdu, ce qu'on avait gagné, hein. On était parti ici des 60, on explose sur les 115, avec les 108 hein, en résistance, et on revient ici, sur les 60, hop, juste au-dessus. Le 10 septembre, on est au plus bas à 59,95 et on rebondit doucement. Alors on est toujours dans une tendance dégradée, mais finalement, la perte d'Eramet, elle semble peut-être un peu exagérée au vu du contexte, au vu de ce qu'elle avait gagné, au vu des prix aussi affichés par les minerais. Donc ce qu'on a ici, c'est potentiellement hein, une marge de sécurité plutôt intéressante pour Eramet, avec toujours le support, hein, éventuellement aller taper les 56, mais au-dessus des 56 et a fortiori des 59, on est plutôt bien sur Eramet et on va aller chercher les 75 et plus. Donc c'est peut-être une valeur à suivre. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on peut surveiller? Peut-être ici l'oblique RSI qui est pas loin de casser. On était déjà sous les 30 pour une deuxième fois. On a fait une première salve ici et une deuxième jambe baissière qui nous a amené une deuxième fois sous les 30. On en ressort. On est à 33. Ce qu'on attend, c'est juste casser l'oblique RSI. Généralement, ça précède de la cassure des prix. Donc dans quelques jours, peut-être, la confirmation avec la moyenne à 20 et le retour des ramettes vers le haut. Et que la mining, on en parlait notamment avec la résistance à 6,19 qui a été cassée. Hein. Donc confirmation et que la mining aussi sur l'or et l'argent devrait performer ces prochains jours. Et Imerys, grosse journée. Là aussi en Europe, est-ce qu'elle est je crois qu'elle est en France, Imerys. Elle est à Paris. Ouais, elle est française, multinationale, mais plus ou moins française. Plus 3,7, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et surtout, on a signifié potentiellement la fin de la baisse, parce qu'on a cassé enfin cette oblique de baisse ici, cette oblique court terme sur les plus hauts, le point ici sur le plus haut, le rebond sur le 23 juillet environ, le troisième point d'impact sur le 26 août, et puis ces derniers temps, on le voyait, hein, on n'était pas loin de casser à chaque fois, mais on continuait de descendre, et puis là, boum, plus 3,7. Et potentiellement, donc, cet effet minière qui devrait être recherché par beaucoup de monde. Intéressant aussi, peut-être de s'investir hein, sur cette valeur qui a comblé son gap récemment. C'était au mois d'août, le 5 août, plus ou moins, un jour près. Et qui peut repartir sur des bases plutôt intéressantes parce qu'on voit que là aussi, elle a des moyennes toujours plutôt ascendantes. Et elle a des perspectives intéressantes. Je crois qu'elle a été
L'objectif de cours a été augmenté par, alors c'était Berenberg, je crois qu'il a mis, qui a augmenté sa notation, ce qui explique hein, les gros pourcentages du jour. Alors ça manque un petit peu de volume, mais on les aura peut-être demain, on les aura peut-être ces prochains jours, hein, là avec la Fed forcément. On a peut-être tendance à pas trop prendre de risques. Voilà, Rio Tinto, pas grand-chose à dire. Attention hein, à casser cette zone-là pour aller jouer le haut, parce que si on casse pas, ça manquera un peu de peps. Et puis je voulais voir juste, il y avait deux trois valeurs que je voulais voir, notamment Ubisoft. Il y a potentiellement un petit rebond technique à jouer sur Ubisoft. Alors là, on n'est clairement pas dans de l'investissement, hein, c'est juste du rebond court terme, éventuellement pour quelques jours ou plus. Et c'est quelque chose de plus ou moins risqué. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais on a quand même techniquement des choses intéressantes, notamment des volumes qui reviennent sur plus haut. On a quasiment eu un gap. Alors on a méché un petit peu, donc du coup on n'a pas de gap, mais on était hors des Bollinger, on en revient. On a la tendance qui s'inverse, on n'est pas loin de revenir sur les 30. On est toujours dans ce pic de volume intéressant. Et depuis hier, oui, on a possiblement un petit rebond qui peut être important. On a déjà 6% aujourd'hui. J'ai vu passer une news aussi sur Ubisoft aujourd'hui avec potentiellement des accords financiers qui pourraient l'aider. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est volatile, c'est risqué, mais sur une petite ligne, hein, ça peut aller rapidement chercher 10 à 20% en quelques jours. Là aussi, hein, vous savez ce que vous faites, vous ne mettez pas énormément, parce que ça reste quand même une valeur hyper spéculative. Et puis la Française de l'énergie qui est en train de revenir un peu de nulle part, on le voit depuis 3 jours, avec des gros chandeliers, avec des volumes, notamment aujourd'hui, mais déjà ces 3 derniers jours, c'était des volumes intéressants. Et on a cassé cette zone-là, notamment les 30. On n'était pas bien sous les 30, hein, et puis là, on revient dessus, on casse. Alors, ça va demander encore, là aussi, pas mal de construction. C'est une petite valeur, hein, la Française de l'énergie, CFDE. Mais potentiellement, avec l'émission d'obligations qu'elle a fait, a priori, ça semble maintenant intégré dans le cours, et on pourrait se réintéresser à la valeur. Alors, soit maintenant, ça semble peut-être un peu risqué parce qu'on est un peu haut, parce qu'on a raté peut-être à 1 ou 2 jours près l'explosion, mais souvent on a des retours et des deuxièmes chances. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, attendre peut-être l'échec ici sur les 37, le retour gentiment sur les 30 et le rebond, et donc acheter le rebond juste après les 30. C'est peut-être une stratégie à avoir sur la Française de l'énergie. Et puis avec quelques valeurs abonnées à voir, notamment Intuitive Surgical. C'est plutôt propre. Est-ce que c'est intéressant de rentrer maintenant? C'est un peu haut quand même. On va voir. On est combien? On est à 20% de la moyenne la plus longue. C'est pas encore catastrophique. On a un petit gap ici qui n'a pas été comblé sur les 427, avec un plus bas sur les 414. Ce sera peut-être une zone d'investissement que le cours ira rechercher. Ça fait un moment quand même qu'on est haut au niveau MACD. Alors on ne sait jamais, hein, ça peut toujours durer longtemps. Maintenant, ça se paye un peu quand même un peu cher dernièrement. Donc plutôt tendance à espérer un peu un retracement et à rentrer parce que oui, la tendance reste forte, mais ça mérite peut-être une légère consolidation. Mersenne, ça fait un peu peur quand même. On avait mis ici entre les deux obliques blanches la phase un peu de congestion, de grosse congestion, hein, parce qu'à ce stade, c'est plus de la congestion, mais bon. Et puis on l'a cassé finalement, hein, ça avait été racheté là au mois de juillet, et puis mois d'août, boum, cassé. Et puis 5 août,
là où on a fait souvent des rebonds assez rapides et presque en V, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a fait un petit rebond pas fort et elle a cassé vers le bas, donc encore des signaux négatifs. Là, on est sur un... Alors, ah tiens, il y a un gap là. Le gap des 27,80, il a été comblé ces derniers jours, donc ça c'est bien. Et il faudrait repartir. Hop, on a une belle zone là, hein, sur les 24,6 éventuellement. On est un peu loin. Mais pour l'instant, on a un peu que des signaux négatifs. Donc moi, j'éviterais quand même de me placer sur Mersenne. J'attendrai au moins de me replacer au-dessus de la moyenne à 20. Là, c'est compliqué. Aux immunos, on l'avait dit, hein, il y avait des chances de repartir parce que la tendance, elle est pas... Elle est au retournement déjà depuis ici, notamment depuis le mois de mars, et parce que les chandeliers sont intéressants et importants, et qu'on a déjà eu cette petite période ici, on le voit, entre les deux obliques blanches notamment, là plutôt pour le coup presque de congestion, même si on est sorti un peu vers le haut et qu'on a tout rendu rapidement. Il y a eu cette période où les vendeurs ont pu prendre leurs bénéfices et finalement on se retrouve sur des niveaux où il n'y a plus de vendeurs et c'est cette ligne là, hein, qui nous le confirme, où les zones ont été rachetées. Donc oui, ça peut être intéressant parce que je pense que le plus haut sur Osimino est pas arrivé encore. Surtout sur les valeurs comme ça très, très spéculatives qui peuvent aller très haut. Le fait de taper les 8,63, normalement, on devrait pouvoir aller chercher les 10 et peut-être un peu plus, avoir peut-être des gros volumes encore importants, ce qu'on n'a pas eu. Donc, il y a encore une deuxième, troisième, quatrième vague peut-être à jouer sur Osimino. Donc oui, ça s'achète, ça se tente. Là aussi, dans un esprit spéculatif, parce que ça reste une valeur biotech qui va être énormément soumise aux news et puis aux bonnes comme aux mauvaises. Et enfin, Reviva Pharmaceutical. Non. Alors, grosse baisse ici. Il faudra casser cette oblique-là et puis casser le premier rebond technique sur les 1,54. Pour l'instant, on est en dessous, hein. On a fait un rebond à 1,54. On a fait une deuxième tentative où on a méché, notamment le 9 septembre, sur les 1,54. Donc, sous les 1,54, il n'y a rien à faire. On a un petit support autour des 0,53. Mais il faudra plutôt casser les 1,54 et puis casser cette zone-là. Et puis là encore, il y aura du travail. Mais ce sera juste le signal pour nous signifier la fin de la baisse. Parce que là, on est toujours dans un phénomène de dégradation, hein. On pourrait très bien retrouver le support à 0,53 et le casser à la baisse. Donc pour le moment, il faut plutôt éviter et puis pas trop parier sur ce genre de valeur. Même si on a ici un gros chandelier avec beaucoup de volume. Qui est plutôt largement favorable, puisque depuis, hein, on a fait que monter. Mais il faut encore casser les résistances sur lesquelles on a buté dernièrement, qui sont toujours un problème pour la valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, votre avis sur l'actualité aussi, hein, sur le monde économique, sur les actions. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!